Bonjour et bienvenue sur Vroom by Peter Otto pour un numéro un peu spécial. Nous avons en effet fait un épisode croisé avec notre ami Yann Delplanque du podcast Dans la boîte à gants. À cette occasion, Yann s'est prêté au jeu des questions de Vroom by Peter Otto et je me suis à mon tour retrouvée derrière son micro. Côté course, Yann nous plonge l'univers du rallye et plus particulièrement en 2004 avec la victoire de Sébastien Loeb en WRC. Rencontre avec un jeune passionné. Bonjour Yann. Bonjour Dorian. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui c'est toi mon invité mais je suis aussi ton invité. Oui, on fait un petit croisé, ouais. Ouais, on va un peu perturber notre audience, je ne sais pas, j'espère que ce sera un moment plaisant en tout cas. Alors pour ceux qui sont amateurs de Vroom by Peter Otto et qui écoutent notre podcast mais qui ne connaissent pas forcément le tien, donc Dans la boîte à gants, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je m'appelle Yann Delplanque. J'ai créé Dans la boîte à gants, donc un podcast, comme tu viens de le dire, il y a maintenant 6 mois. Assez prolifique parce que je crois qu'il y a maintenant 45 épisodes. Donc ça a envoyé, tu vois. Et l'idée derrière ça, c'était assez simple. C'est que, à la base, je viens d'un monde qui n'a rien à voir. C'est que je travaillais dans le conseil. Je travaillais dans un gros cabinet d'avocats. Et ouais, en septembre dernier, je me suis dit, mais je pense que le confinement a pas mal joué. Je me suis dit, mais ça n'a pas de sens, ma vie. En fait, moi, j'ai toujours été un passionné de bagnole, sans vraiment comprendre pourquoi. Parce que mes parents viennent pas du tout de là. Ma mère est plutôt anti-bagnole, d'ailleurs. Mais ça m'est toujours resté. J'ai jamais décroché, mais quand je te dis jamais décroché, c'est jamais décroché. J'ai aucun pote qui est forcément vraiment passionné. Et donc, en septembre, j'ai démissionné. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec cette passion, mais sans aucun plan. Donc carrément démissionné, t'as quitté un CDI. Ouais, en fait, alors je dis démissionner, mais c'est pas démissionner. En fait, c'est juste que j'avais possibilité d'évoluer et je l'ai pas fait. Et j'ai eu une espèce de vision de moi, si tu veux, à 30-35 ans, avec un beau métier, etc. Enfin, un bon salaire, une situation confortable, mais malheureux, en fait. Vraiment malheureux. Et non, l'idée du podcast n'était toujours pas arrivée. Je me suis juste dit, il faut que je fasse quelque chose dans la bagnole. Mais les business plans, tout ça, tout ce qu'on m'a appris, parce que j'ai fait des études d'entrepreneuriat, complètement oublié, tu vois. Et le podcast est arrivé par hasard en novembre dernier, parce que l'idée, tout simplement, je vais me faire un réseau, j'ai rencontré plein de gens, ça va être trop cool. Et bah, il se trouve que maintenant, je fais que ça, quoi. Et du coup, tu t'es lancé en te disant, je vais lancer ce podcast autour de l'automobile, avec des invités divers et variés. Tu savais déjà un peu dans quelle direction tu voulais aller ou c'est un peu venu sur le tas ? Je pense que ça s'est affiné, mais oui, depuis le début, je me suis dit, il faut surtout pas rester dans l'entre-soi. Et la force que j'avais, c'est que je connaissais personne. Donc, si tu veux, j'ai frappé un peu toutes les portes au début. Les premiers à m'avoir tendu la main, il faut le dire, c'est toute l'équipe de POA, la chaîne YouTube Petite Observation Automobile. D'ailleurs, je les salue tous. Julien, qui a été mon premier invité, Julien Rosburger. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Je pense qu'ils m'ont aussi fait prendre confiance dans mon projet. Parce que le podcast, à la base, moi, je comprenais rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si tu écoutes les premiers épisodes, le son est mauvais. Parce que j'enregistrais à distance. Ouais, c'est pas bon, quoi. Je suis pas bon. Enfin, je considère pas que je suis bon maintenant, mais si tu veux, forcément, t'as plus d'expérience. Et encore une fois, l'idée, c'est tout simplement de m'ouvrir, me faire un réseau. Et je me suis dit, vas-y, peut-être qu'il y aura des opportunités de business que très vite, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose. J'ai toujours eu cette volonté-là de créer quelque chose. Et le salariat, je veux pas dire que c'est fini pour moi. Je dis juste que j'y trouve plus vraiment ma place. Ouais, ça te correspond pas. Ouais, c'est ça. On va revenir du coup sur la partie automobile, ta passion. Tu ne comprends pas d'où ça vient, mais est-ce que tu arrives à trouver quel est le plus vieux souvenir automobile que tu as ? Je crois que les plus vieux souvenirs automobiles, c'est quand même mon père. Je dis qu'il est pas passionné de voiture, mais il en a quand même eu des assez atypiques. Notamment une Golf 2 qui était préparée GTI. En tout cas, dans ma tête, c'était une GTI, alors qu'en fait, maintenant, je sais que c'est faux. Mais elle avait tout de l'apanage en fait de la GTI. Et puis une autre voiture qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui a retrouvé ses lettres de noblesse, c'est la Lada Niva, qui à l'époque, en fait, moi j'avais honte quand il m'amenait à l'école avec ça. Vraiment honte. Et maintenant, tu vois, j'ai beaucoup plus de nostalgie là-dessus parce que j'ai grandi dans le sud de la France. J'ai grandi dans l'ARPI grassois. Donc ce petit 4x4 en fait était plutôt pratique parce que vraiment c'était un village de 700 habitants à Speracedes, si les gens connaissent, à côté de Cabris, de Grasse, ouais. Donc la ville du parfum. Et après, s'il a eu des autos quand même cool, mais là j'étais quand même plus grand. Il a eu une 205 GTI. À l'époque, ça valait 3 000 €. C'est complètement dingue de se dire que ça vaut une fortune. Il a eu quoi d'autre ? Il a eu une Mégane cabriolet.
Mais en fait, vraiment, je te jure que c'est assez étrange parce qu'il a eu des caisses assez atypiques et en même temps, vraiment, il s'y intéressait pas plus que ça. C'est bizarre de dire ça, mais moi, à chaque fois, j'étais comme un ouf. Quand il est venu me chercher en Mégane Cabriolet, j'étais comme un dingue. Là, à la sortie de l'école, tu l'assumais un peu plus. Ah là, j'assumais un peu plus. J'assume un peu plus, ouais. Là, dans ma tête, c'était Festival de Cannes. Ouais, c'était quelque chose. Mais si tu veux, comme beaucoup, je pense, d'enfants un peu passionnés d'automobile, j'étais le gars qui épluchait les catalogues, qui connaissait tous les prix des options, au point de faire peur à ma mère parce que, en fait, dans la nuit, je reconnaissais à 300 mètres au phare la voiture qui arrivait, ou au bruit certaines aussi. Donc forcément, dès qu'on partait en vacances, jouer au jeu de deviner quelle auto, combien il y aurait de Renault qui passerait, tu vois, combien il y aurait de Peugeot, etc., etc. J'ai un petit frère aussi qui était passionné, mais qui lui a quitté le milieu. Enfin, maintenant il est dans la marine. D'accord. Et l'auto, je pense qu'il en a vraiment rien à faire. Ceci, d'ailleurs, je lui passe une petite dédicace qu'il est en mer en ce moment, mais il m'a dit de lui trouver une voiture quand il entrerait de mission, tu vois. Donc peut-être que ça va revenir, je ne sais pas. On l'espère. Ouais. Pour partager ça avec ton frère. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Du coup, on a parlé un peu de ton enfance avec les voitures de ton papa. Nous, la spécialité de Vroom by Peter Auto, c'est la course automobile. La course en tout genre, ça peut être la Formule 1, les rallyes. Est-ce que tu es capable de me dire, de ton côté, quelle est la course qui t'a le plus marqué ? Ouais, c'est assez simple. Et je vais t'expliquer pourquoi. La course qui m'a marqué le plus, c'est donc en 2004, quand Sébastien Loeb s'impose sur le rallye de Suède. Donc à l'époque, il est en Xara WRC. Je reviendrai par la suite pourquoi c'est important pour moi. Et surtout, en fait, c'est le premier non-scandinave, non-finlandais à s'imposer sur ce rallye qui est très technique, très exigeant. En fait, on dit souvent que les mecs qui gagnent sur ce circuit-là, enfin sur ce rallye-là, pardon, ils sont nés là-dedans, en fait. Parce que les Finlandais, les Scandinaves, ils ont l'habitude de ces conditions, parce que c'est des conditions qui sont dantesques. C'est moins 25 degrés, des pneus ultra adaptés, ça glisse dans tous les sens. T'as l'impression qu'ils font des sauts de malade. Parce que là, on le rappelle, on n'est pas sur de l'asphalte, on est sur de la neige. Exactement. Et ouais, c'est un circuit qui est... Enfin, circuit, il faut que j'arrête avec circuit. C'est un rallye qui est terrifiant, même pour les spécialistes de la discipline. Beaucoup m'ont dit, en fait, ce rallye-là terrifie tout le monde. Bref, en tout cas, Sébastien Loeb s'impose cette année-là, alors qu'il n'est pas du tout favori. Hein. Enfin, à cette époque-là, il faut remettre dans le contexte. Il a été vice-champion du monde en 2003, mais le grand favori, c'est Marcus Grönholm. C'est l'enfant du pays, voilà, c'est lui le favori. C'est aussi une époque, pour remettre dans le contexte, où il y a Carlos Sainz Senior, qui est donc le coéquipier de Sébastien Loeb. Maintenant, on connaît forcément le junior qui est en Formule 1. Et qui d'autre ? Tu dois avoir encore du beau monde, tu dois avoir Peter Solberg aussi, en Subaru Impreza à l'époque. Bref, en tout cas, il n'est pas favori. Je vais pas refaire tout le récit, parce qu'en plus, il y aurait des chances que je me trompe sur le déroulé exact de ce rallye. Mais il marque les esprits, concrètement. Enfin, histoire incroyable, pilote incroyable, champion incroyable. Et ce qui est assez drôle pour moi, quand tu m'as demandé de réfléchir à une course, c'est qu'en fait, maintenant que je rencontre plein de monde, j'ai eu des réminiscences de cette course. Je ne vais pas te spoiler tes questions, mais si tu veux, je t'en parlerai un peu par la suite. Bah, je t'en prie, vas-y. Eh bien, en gros, j'ai enregistré un épisode avec François Delecourt, donc grand pilote de rallye aussi, génération avant Sébastien Loeb. Et François Delecourt est maintenant marié à Précile de Belois, qui est elle aussi, qui était une championne de rallye. Et il se trouve qu'en fait, ils sont devenus tous les deux amis avec Sébastien Loeb, et que Sébastien Loeb avait des posters dans sa chambre de Précile. Parce qu'à l'époque, il faut imaginer, c'était les années 80-90. J'ai pas les dates exactes, je suis désolé pour les plus experts que moi. Une femme dans le monde du rallye, c'est un truc de malade. Et puis une femme qui roule très vite. Et donc, je trouvais ça assez amusant, parce que donc, j'ai rencontré toute cette famille, la famille Delecourt d'ailleurs, que je salue. Et en fait, ils sont devenus copains par la suite, alors qu'à la base, Sébastien Loeb était fan de François, qui était donc son aîné, et de sa femme par la suite. Donc, c'est assez ouf. Et donc, ça a fait une connexion encore plus avec Sébastien Loeb. Et surtout, et là, j'arrive sur le point essentiel pour moi, c'est, je te disais, la Xara. Et pourquoi la Xara ? Parce que c'est une voiture qui m'a marqué, que je recherche toujours d'ailleurs. Parce que mon grand-père avait une Xara VTS, phase 1 en 167 chevaux, gris métallisé, intérieur cuir. Tu t'en souviens quand même très précisément de cette voiture ? Ouais, parce que j'ai une grosse déception sur cette voiture en fait.
Enfin, j'ai appris à conduire quasi dessus. En tout cas, dès que j'ai eu le permis, c'était la première voiture un peu sympa que je conduisais. Et si tu veux, c'est un vrai slipper. Donc un slipper, en gros, c'est des voitures qui d'apparence marchent pas, mais si tu veux, quand même marchent bien. Enfin, faut imaginer, c'est un 4 cylindres en ligne, 167 chevaux, en atmo, ça fait un bon bruit si tu mets une petite ligne inox, et ça marche, c'est un super châssis, franchement, c'est cool. Sauf que la Xara, c'est pas la voiture la plus sexy du monde, tu vois. Enfin, moi, je l'adore, mais je suis pas objectif. Et mon grand-père avait ça, c'était la première de ses yeux, sauf qu'il est décédé quand j'avais 18 ans. Moi, je voulais absolument récupérer cette caisse. Ma mère n'a pas voulu parce qu'elle disait que c'était trop puissant pour un jeune homme, etc. Et c'est mon oncle qui l'a récupéré et qui l'a plié sur l'autoroute 2 mois après. Aïe. Ouais. Et depuis, si tu veux, je recherche cette config exacte. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'elle est limite plus rare qu'une Veyron, tu vois. C'est un peu l'enfer, ou alors les prix sont complètement déraisonnables. Et on va dire qu'activement, ça fait 2 ans que je la cherche. Parce que je veux exactement la même config. Aucune concession. Et donc j'en profite à chaque fois pour en parler, parce qu'en fait je me dis qu'en passant le message, tu vois, peut-être que je vais la trouver, cette fameuse Xara VTS phase 1 gris métal, intérieur cuir. C'est ton saint Graal en fait. C'est mon saint Graal. Cette voiture, je l'achète, je la vendrai jamais. En fait, tu sais, enfin tu connais un peu le principe de mon podcast. L'idée c'est souvent de partir de l'enfance. Bah moi c'est ma Madeleine de Proust. C'est vraiment ça. Et pour autant, vraiment, c'est pas une voiture qui a une allure folle. J'aurais préféré être amoureux d'une Ferrari, tu vois. Ce qui peut être le cas aussi d'ailleurs. Mais la Xara, ouais, pour moi, la Xara VTS, pas une Xara classique. C'est vraiment assez exceptionnel. C'est quand même assez fou parce que quand on t'écoute, on te sent très attaché aux voitures. L'humain un peu, mais peut-être un peu moins. T'es quand même très précis sur les modèles, sur les couleurs, sur les finitions. C'est toujours Qu'est-ce qui t'impressionne dans l'automobile? C'est la machine ou c'est l'homme? Non, pour le coup, c'est presque l'inverse, je te dirais, parce que mes podcasts sont vachement orientés sur l'humain et j'ai toujours dit, et je l'assume totalement, pour moi, les bagnoles sont une excuse pour vivre des histoires, des souvenirs. En fait, je te parle précisément parce que je voulais faire passer mon petit message. J'ai cru que c'était le bon coin, tu vois, mais en vrai, sérieusement, j'y associe surtout les souvenirs, tu vois, les souvenirs je te dis, si je reprends l'exemple de cette Zara, de la fierté de mettre ton petit A, tu vois, derrière la voiture, c'est la première fois que honnêtement, je crois que c'est la seule fois où j'ai mis le A d'ailleurs de toute ma période de conduite. Mais non, moi c'est plutôt les souvenirs qui m'importent. Je pense que pour ton podcast comme pour le mien, c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est un objet où en fait, c'est un objet de liberté, c'est un objet qui permet de voyager, de vivre des choses. Faut pas oublier qu'il n'y a pas, je suis désolé pour les anti-bagnoles, mais je pense qu'ils n'écouteront pas ce podcast. Il n'y a pas d'autre objet qui te permet, je sais pas, à 4h du matin, sur un coup de tête, de te barrer à l'autre bout de la France ou même à l'autre bout de l'Europe, si tu veux. Donc, c'est ça qui importe le plus. Je suis un gros fan de road trip aussi, donc non, plutôt l'humain pour le coup. Mmh. Non, mais je comprends et je te rejoins totalement sur cet esprit-là. Du coup, du côté humain, toi, quel est le pilote qui t'a le plus marqué? Là aussi, toute discipline confondue, hein. Ça peut être rallye, Formule 1. Il y en a un qui est très marquant actuellement et je vais pas être très très original, mais j'ai parlé de Sébastien Loeb, François Delecourt m'a beaucoup marqué aussi par son caractère, ses performances et son caractère, et c'était assez fou de le rencontrer parce que j'ai pas du tout été déçu. Parce que des fois c'est ça aussi, il faut le dire, le podcast, quand tu rencontres les gens, t'as des bonnes et des mauvaises surprises. Quand je dis mauvaise surprise, j'ai pas de réelles mauvaises surprises, mais peut-être des petites déceptions, parce que faut pas oublier que, comme tu dis, c'est de l'humain derrière. Donc il y a l'image et puis il y a la vraie personne qui est derrière. Mais donc oui, Sébastien Loeb, François Delecourt sans doute, mais ouais, sans être très original, je trouve que ce que fait Lewis Hamilton est incroyable parce que au-delà du pilotage, c'est une véritable icône. Bien sûr qu'il y en a eu d'autres avant lui, mais ce qu'il fait à cette échelle-là avec une telle constance, pour moi c'est une machine de guerre, ce mec, vraiment. J'ai un respect profond pour ce gars-là. J'espère que je le rencontrerai un jour dans ma vie. Je te le souhaite. Ouais, vraiment. Tu vois, ça c'est une des ambitions, peut-être créer un podcast en anglais après par la suite. Pour l'instant, j'ai pas. On a 24 heures dans une journée. Mais ouais, il m'impressionne. Qui ne peut pas être impressionné devant Lewis Hamilton? Je comprends pas. Ça arrive. Ça arrive, mais. Mais c'est peut-être de la mauvaise foi. Honnêtement, je le comprends pas. Tu vois, genre, je le trouve. Il est hallucinant, vraiment. Et après, forcément, il y en a un autre qui m'impressionne plus jeune aussi, mais qui a pas eu encore le même parcours, mais c'est aussi parce que c'est c'est une autre vie tout simplement, et qui avec panache, je pense, a vraiment
retourner une situation qui était très compliquée pour lui. C'est Pierre Gasly. Lui aussi, j'aimerais bien le rencontrer un jour. Parce que ça a été très dur, je pense, que ce qu'il a vécu vraiment avec Red Bull. Et le faire comme ça, avec la manière, faut quand même être solide. Donc, surtout dans une période qui n'était pas forcément évidente personnellement pour lui. Ouais, clairement, beaucoup de choses lui sont tombées dessus à ce moment-là. J'en ai parlé avec Adrien Pavio, qui est celui qui fait les casques, si tu veux, qui design les casques. Et donc, il avait designé le fameux casque en hommage à Antoine Hubert. Et enfin, quel mec, franchement. En fait, moi, je pense que je suis pas très objectif, mais à partir du moment où j'ai de l'admiration pour quelqu'un, je trouve toutes les qualités, mais en même temps, encore une fois, c'est des tels champions, c'est tellement énorme ce qu'on leur demande de faire que ouais, je suis très admiratif. Je comprends, et c'est vrai que quand on regarde des grands prix ou des rallyes et qu'on arrive à rentrer dans les coulisses, typiquement la série Netflix, je pense, a réussi à séduire beaucoup de monde parce qu'on a vu ce côté humain. C'est-à-dire que quand on allume un grand prix, on a les commentaires, mais on n'a pas ce côté humain, ce côté qu'a apporté Netflix. Et du coup, je pense que on a réussi à séduire plus de personnes à travers ces histoires d'hommes. Ouais, on se rend compte, tu vois, de tous les enjeux aussi logistiques, parce que la Formule 1 en est l'exemple le plus important, je pense, mais c'est une vraie ville qui se déplace en fait à travers le monde. C'est juste hallucinant en termes de logistique. Quand tu sais que, je crois pas dire de bêtises, mais que l'équipe Mercedes, c'est plus ou presque 1000 personnes, mais c'est froid dans le dos, tu vois, tu te dis, c'est une grosse PME quand même. Et ils se déplacent comme ça à travers le monde, c'est fou. Et je pense qu'effectivement, tu as raison, si le documentaire, enfin la série documentaire, d'ailleurs c'est pas que du documentaire, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais Netflix a donc Road to Survive, je crois. Drive to Survive. Ah, Drive to Survive, t'as raison. A tant marché, parce qu'elle a même marché enfin je sais pas pour toi, mais moi j'ai des potes qui s'intéressent pas du tout, qui l'ont dévoré, tu vois. Ah oui, justement, c'est auprès des néophytes qu'elle a surtout marché, parce que les passionnés au final connaissaient ces histoires, peut-être pas par cœur, mais avaient ce côté humain. Les néophytes, pas du tout. Et je te rejoins complètement là-dessus. Moi, j'ai des amis qui n'y connaissaient rien et ne s'y intéressaient, mais pas du tout, qui m'ont dit, mais en fait, j'adore Lewis Hamilton, ou non mais Daniel, c'est mon chouchou. Mais attends, je comprends pas, tu regardes la F1 maintenant ? Et c'est ça le pouvoir de cette série documentaire, c'est ce côté humain et c'est ces histoires d'hommes. Mais je dois confesser que je me suis réintéressé franchement à la Formule 1 avec ce documentaire aussi, parce que tout simplement je n'ai pas Canal+, et je suis pas très télé, et en fait maintenant je le regarde plutôt en streaming, donc désolé Canal+, désolé Margot Lafitte. Désolé Julien Febvreau. Julien Febvreau, j'espère qu'il viendra effectivement sur ce podcast aussi. Mais oui, ça m'y a vraiment réintéressé, et je trouve qu'il y a eu en tout cas c'est encore une fois c'est un avis personnel, mais j'ai eu un regain d'intérêt parce que il y a peut-être une période où je trouvais les courses de Formule 1, en tout cas celles que j'ai pu regarder, un peu chiantes, franchement. Et là, je trouve qu'il y a une vraie bataille. Enfin, il se passe vraiment c'est incroyable, c'est spectaculaire. J'ai eu un regain d'intérêt. Au même titre que MotoGP, mais ça, on va peut-être pas en parler. Bon, comme je te l'ai dit, on s'intéresse à toute discipline, mais c'est vrai que nous, notre truc, c'est plus à 4 roues. On va revenir du coup au côté humain, parce que moi aussi, j'adore ça. Parmi tous les invités que tu as reçus, est-ce qu'il y a eu pour toi une rencontre inoubliable ? Il y en a eu plusieurs, mais je vais pas te reciter François Delecor parce que j'en ai déjà parlé, mais je vais t'en citer une autre, quelqu'un que tu as reçu sur ce podcast aussi, c'est Mathieu Lamour. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement que, avant de travailler un peu dans le conseil, j'ai eu aussi une expérience en maison de vente, et j'ai organisé une vente pour le compte du commissaire-priseur à l'OIAC. Donc en collaboration, on va dire, pas étroite, mais assez proche quand même avec le manoir d'automobile. Et cette vente a eu lieu pour les amateurs lors de la bourse de l'automobile. Donc il y avait un plateau d'une 40aine de véhicules, assez éclectique. Ça passait de la 430 Scuderia, si tu veux, à une vieille de la Haye, en passant par une Golf 1 Oettinger GTI Oettinger pour les amateurs. Tu avais aussi une A110, une berlinette première, donc la vieille, préparée en groupe 4, mais c'était pas une vraie groupe 4. Enfin bref, t'avais un plateau vraiment très, très éclectique. Et si tu veux, forcément, à ce moment-là, rentrant dans ce monde de la vente, j'ai même pensé pendant un moment à devenir commissaire-priseur. Je trouve que finalement, pour diverses raisons, je m'en suis écarté. Mais quand tu rentres dans ce milieu-là, tu ne peux pas ne pas connaître Arturial, parce que c'est la référence européenne.
Et forcément, je me suis intéressé à tout l'univers, à Maître Hervé Poulain, d'ailleurs avec qui je vais sûrement enregistrer un épisode par la suite, et à Mathieu Lamour, forcément. Et donc, quand je l'ai rencontré, je me souviens très bien de l'émotion que ça m'a procuré, parce qu'en fait, c'est comme si tu veux, je rentrais dans la cour des grands, d'une certaine manière. J'avais quitté ce milieu-là, et ouais, donc je suis allé dans les bureaux sur les Champs-Élysées. Et c'était en plus assez épisode 8 je crois, tu vois, donc c'était assez C'était récent. ouais, c'était le début du podcast. J'étais encore encore un bébé podcasteur, encore un bébé podcasteur. Je le suis toujours honnêtement, mais oui, j'étais moins confiant sur ce que je fais. Et puis c'est quelqu'un d'impressionnant, Mathieu Lamour, tu vois, il a quand même un gros charisme, c'est quelqu'un qui parle bien, ouais, qui capte l'attention, tu vois. Et donc ouais, impressionné et puis très ému, honnêtement. Et donc on enregistre cet épisode. En plus à ce moment-là, j'avais encore des problèmes de réglage de son. Pour la petite anecdote, ça je peux l'avouer maintenant. Tu vois l'appareil que j'ai, je sais pas si ça va être clair pour les gens, mais donc il y a des entrées en fait micro. Et en fait moi, malgré le fait que je branchais les micros, j'enregistrais quand même avec le micro interne de l'appareil parce que je me trompais de bouton. Si bien qu'en fait, si tu mettais l'appareil trop loin de la personne, ça avait l'impression qu'elle était encore dans une boîte à gants justement, tu vois. Et inversement. Donc bon, bref, j'étais à l'ouest. Et donc on enregistre cet épisode très poignant. Il m'a raconté des choses assez incroyables sur son père et puis sa rencontre avec Johnny Hallyday qui était son artiste vraiment fétiche, presque un père spirituel pour lui. Et comment il l'a rencontré quelques années avant son décès à Los Angeles, etc. Et en fait, suite à ça, ça je sais pas si t'en parles des fois dans ton podcast, mais quand t'enregistres un podcast, il y a l'avant, il y a le podcast et il y a l'après, le off. Et c'est là où ça a un vrai intérêt de rencontrer les gens parce qu'en fait, tu partages des moments tout simplement. Et donc, on s'est retrouvé avec Mathieu dans son bureau à continuer à discuter. Je me souviens très bien, balcon donnant sur les Champs-Élysées. On a discuté de tout et de rien, mais je me disais, des fois, je me pinçais, tu vois, je me disais, mais ça n'a aucun sens, quoi. C'est fou de se dire qu'avec 2 micros, tu peux vivre ce genre de moment. Et donc, on a dû rester 2-3 heures ensemble. Et en sortant de là, je crois que j'ai dû appeler des copains, tu vois, et j'étais complètement déboussolé, je me suis trompé de ligne de métro, enfin ça n'avait aucun sens. Donc ouais, une rencontre très marquante, très très marquante, mais je pourrais t'en citer plein d'autres parce que forcément j'ai enregistré beaucoup d'épisodes déjà maintenant. Et c'est souvent des rencontres marquantes parce que à partir du moment où les invités se prêtent au jeu, et que, enfin, si tu veux, des fois je traverse la France juste pour un podcast, donc que les personnes ils en soient plus ou moins conscientes, chacun réagit comme il veut, mais souvent j'ai quand même un accueil qui est très très chaleureux et du coup tu vis des moments assez cool, les gens sont dans le partage en fait. Bon après t'es passionné et tu parles la même langue, donc c'est clair, je pense que ça aide. C'est clair, on va pas se mentir. Mais tu peux pas tricher là-dessus en fait. Non, c'est impossible de tricher sur la passion et c'est ce qui me fait plaisir forcément quand j'ai des retours d'auditeurs qui disent que ça se ressent chaque seconde. Ouais, tu le transpires en fait, donc tu peux pas, enfin, de toute façon tu peux pas commencer à ce genre de projet si t'es pas passionné, hein, tu vois. Juste avant, on a enregistré un épisode donc, avec Patrick Peter. Il l'expliquait lui-même. Les courses, les projets qu'il a en tête, c'est la passion qui le guide. Et après, ça marche pas, ça c'est un autre débat, mais c'est la passion. En parlant de passion et de Patrick Peter, on va peut-être parler un peu de nos événements. Tu les connais, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu t'es déjà rendu sur l'un d'entre eux ? Malheureusement, non. Mais c'est un de mes souhaits le plus cher, honnêtement. Il y en a 2 qui m'attirent beaucoup. Je vais pas être très original, mais j'assume. C'est forcément Le Mans classique, parce que ça me fait rêver complètement. Vraiment, le bruit, les odeurs, retrouver un peu cette époque, ces voitures mythiques. Parce que c'est peut-être ça qui manque un peu dans le sport auto actuel, c'est qu'on est... je sais que c'est l'ordre des choses, hein, mais pour moi, ça reste quelque chose de vachement important. Les bruits, hein, vraiment, c'est capital. Peut-être que je suis un peu old school là-dessus. C'est un débat qu'on a tous. Et puis le tour auto. Le tour auto parce que c'est pour l'esprit un peu de communion avec... Enfin, en tout cas, c'est l'image que je m'en fais. Forcément, j'ai vu plein de vidéos, mais je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu passer. Ouais, le partage, en fait. C'était vrai partage avec les gens qui peuvent venir voir ce défilé de voitures incroyable. Avec souvent des personnalités plutôt marquantes du milieu auto, et pas que. Donc ouais, c'est 2 événements. Mais je le ferai, hein, je t'assure, je le ferai. Et d'ailleurs, le tour auto, je l'ai bien en tête un jour, ce rêve d'y participer. Je sais pas quand, mais... Je te le souhaite. Mais vraiment, c'est un de mes rêves. Tu sais que tu veux y participer, mais t'as déjà aussi la voiture en tête ou pas ?
Bah, la Xara, vous n'allez pas accepter, donc... Non, malheureusement, elle fait pas partie des modèles éligibles. C'est ça, mais tu sais, plus ça va évoluer, plus on sera des vieux, plus la Xara sera peut-être éligible, on sait pas. Non, mais plus sérieusement, non, j'ai pas de... Il y a plein de voitures qui me font rêver. C'est des voitures folles, mais très chères, si tu veux, donc pour l'instant, ça reste du rêve. Tu vois, il y en a une qui m'attire beaucoup, et je pourrais même pas t'expliquer pourquoi, elle attire beaucoup de monde. C'est la Stratos. J'en ai jamais vu une de près, tu vois, j'ai jamais passé de temps avec une Stratos, mais c'est une voiture qui me plairait beaucoup. Honnêtement, je pense que ce serait plus pour le faire que pour la voiture, parce que de toute façon, ça serait un moment incroyable. Tu vois, je sais que tu l'as fait sur une Fiat 600. Oui. Ça m'aurait régalé aussi, tu vois. T'as pas besoin d'avoir un gros moteur. Non, bien au contraire. Après, tout dépend la catégorie dans laquelle tu cours, parce que du coup, on le rappelle, sur le Tour Auto, il y a deux façons différentes, de faire le Tour Auto. Donc, en compétition, là, c'est la course contre la montre, premier arrivé, premier gagné, et en régularité, où là aussi, on joue contre le temps puisqu'on doit être le plus régulier possible. C'est vrai qu'en régularité, tu n'es pas obligé d'avoir une voiture puissante parce que ta cylindrée ne va pas jouer sur ta performance de régularité. Au contraire, en compétition, là, tu joues pas à armes égales quand t'as la plus petite cylindrée du tour. Tu l'as fait en régularité, hein, du coup. Oui. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Parce qu'en fait, si tu veux, alors ça, c'est encore une fois, c'est peut-être un cliché, mais enfin, je sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, mais tu sais, quand on passait le bac ou quoi, on faisait des épreuves de régularité en courant. Ah oui. Tu te souviens? Et moi, ça me stressait pas mal de me dire, il faut pas que je cours trop fort au début pour, tu vois. Est-ce que quand tu es en voiture, t'as le cerveau qui s'adapte rapidement à te dire justement, il faut que j'ai ce rythme, comme tu l'as indiqué, qui soit par essence régulier. Est-ce que t'as pas toujours tendance à démarrer trop fort et à finalement après à être pied sur le frein, tu vois, pour... Alors déjà, tout dépend dans quelle situation tu te trouves. Est-ce que t'es le pilote ou est-ce que t'es le copilote? Et ensuite, au final, t'as pas forcément cette appréhension-là parce que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que le pilote va être guidé par les instructions de son copilote. Moi, je l'ai très souvent été en copilote. Enfin, je l'ai fait avec Thomas de Chessé. Et c'est surtout Thomas qui conduisait. Et en fait, en tant que copilote, déjà, avant d'arriver sur ton épreuve, tu arrives devant la spéciale. Et là, on te donne la moyenne sur laquelle tu es censé courir. Tu ne l'as pas avant. Donc, t'as pas forcément le temps de stresser. Du coup, tu sors une table de régularité qui te donne des indices de référence. Et une fois que tu as le top, que tu démarres, déjà tu oublies que tu es sur la route parce qu'en tant que copilote, tu es entièrement focus sur tes tables, sur ton chrono et sur ton copilote, enfin sur ton pilote. Et en fait, t'as pas le temps de réfléchir et te dire est-ce que comment je vais m'en sortir. Et t'es tellement concentré sur ralenti, accélère, t'es bien, top. En fait, du coup, ton copilote, moi, c'est comme ça qu'on faisait avec Thomas, tous les kilomètres, parce que malheureusement, on n'avait pas les mètres avec Thomas, on avait un compteur qui était que en kilomètres, ce qui nous rendait la tâche beaucoup plus difficile. Parce que normalement, c'est des compteurs en mètres. Bah, en fait, si ta voiture a un compteur qui te donne les mètres, l'idéal, c'est de faire tous les 200 ou 300 mètres, ton copilote te donne un top, et toi, tu calcules ou tu regardes sur ta table si tu es en retard ou en avance, pour pouvoir réajuster ton gap beaucoup plus facilement. Tous les kilomètres, du coup, tes chances d'être régulier sont un peu amoindries. Donc du coup, tous les kilomètres, Thomas me disait top. Et là, c'était à moi de le regarder et dire t'es trop lent, t'es trop rapide. Et en même temps, il faut aussi essayer de lui donner les instructions sur ta spéciale parce que lui ne sait pas ce qu'il a en face. Donc t'as 3 éléments à gérer. T'as ta table, ton chrono et les éléments, genre virage à droite, épingle à gauche. Et en fait, t'as pas le temps de réfléchir à ça et c'est qu'une fois que la spéciale est terminée que t'as un peu ce déclic dont tu me parlais en course en athlétisme où tu dis merde, j'ai fait quel temps? Est-ce que j'étais trop rapide? Est-ce que j'étais trop lent? Et là, t'as un peu peur parce que forcément, ça joue sur ton classement. Et c'est vachement bien. Franchement, moi, la régularité... Après, quand t'es impliqué de course, je pense que tu t'amuses vraiment parce que tu lâches les chevaux. Ça peut être frustrant pour quelqu'un qui a une voiture très puissante et qui a envie de vitesse. Mais en régularité, tu t'amuses aussi. Et tu me l'as super bien vendu. Et j'ai encore plus envie de le faire, tu vois. Je t'invite à le faire en régularité, vraiment. Je sais pas quelle année, quand je pourrais, etc. Parce que c'est toujours pareil. Il faut trouver l'équipe, la voiture. C'est quand même aussi un budget. Le financement, oui. Mais ouais, ça me tente bien. Putain. Ouais, carrément.
C'est Le Mans classique, je pense que malheureusement, je ne serai pas participant. Ça, j'ai fait une croix dessus. Bon, tu peux faire le Mans classique, mais en participant avec un club. Ouais, va falloir faire des podcasts quand même. Hein. Va falloir en faire. Oui, avec les clubs, avec les clubs, c'est plus abordable et t'as quand même accès à la piste. Ouais, écoute, ne jamais dire jamais, mais en tout cas, ouais, c'est les deux événements Peter Otto qui me plaisent le plus, ouais. Ok, super. Écoute, c'était un plaisir de pouvoir t'interroger, de passer de l'autre côté et te faire cet exercice. Tu sais que c'est troublant en vrai. Ce côté, j'ai des vieux réflexes qui reviennent mais en fait, c'est toi qui m'interroge et étant donné que je fais que ça maintenant, parce que c'est devenu mon métier, forcément, t'as des espèces d'habitudes en fait qui se créent. Et non, mais en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Dorian. Avec plaisir. Et du coup, j'espère te voir sur le Tour Auto en tant que participant ou même visiteur. Spectateur, déjà, c'est sûr. C'est sûr, là, tu vois, le prochain, je vous le prépare. Ça, je me le suis promis. Donc, j'y serai. Je sais pas où sur le circuit, sur le parcours, mais j'y serai, c'est sûr. Si t'es à Paris le 30 août, en tout cas, on te verra au Grand Palais éphémère. Ah, c'est jouable. C'est carrément jouable. Ouais, okay. C'est carrément rendez-vous au Grand Palais éphémère le 30 août alors. Allez, ça part. On fait ça. Écoute, merci, Dorian. Avec plaisir, Yann. Dorian, j'ai repris le contrôle du micro ce coup-ci, parce que là, c'est toi qui passes du côté interviewé. Ouais. C'est un plaisir de te recevoir dans la boîte à gants, même si en fait on n'a pas bougé de place, on est toujours au même endroit. On n'a pas bougé, mais c'est un plaisir de changer de place et de retourner dans le canapé, on va dire. Si tu vas faire ta petite thérapie automobile. C'est ça, je suis prête. Donc j'ai enregistré un épisode avec Patrick Peter juste avant et on s'est dit, en fait, l'idée c'était vraiment de faire un croisé de nos deux podcasts, donc le tien, Vroom. Est-ce que tu peux te présenter un peu en deux mots ? Bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Dorian, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je le vis pas super bien, mais... non, plus sérieusement, je m'appelle Dorian, je suis attachée de presse. Donc ça peut être un nom un peu bizarre, mais mon métier en fait consiste à faire le lien entre une marque ou une société, en l'occurrence la société c'est Peter Otto, et les journalistes, donc les médias. Donc ça peut être aussi bien votre émission préférée, Turbo, Automoto, qu'un journaliste au Figaro, au Point, Sport Auto, Auto Hebdo. Donc on est en contact tous les jours avec ces journalistes et le but c'est de donner le maximum de visibilité à la société qu'on représente. Donc moi je suis attachée de presse pour Peter Otto, donc l'ensemble des événements qu'on organise, et également pour la marque automobile Bentley Motors auprès des concessions françaises et monégasques. Bon, on va revenir un peu sur tout ton parcours, mais l'automobile, en fait, depuis le début, ça a une place quand même assez importante dans ta vie depuis l'enfance. Depuis l'enfance, oui, sans vraiment le savoir. C'est pas quelque chose qui m'a toujours animée, c'était là. J'ai des très bons souvenirs liés à l'automobile et j'y ai jamais vraiment fait attention. C'est juste que plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais énormément de bons souvenirs liés à l'automobile et que je m'y intéressais particulièrement. Beaucoup plus que certaines petites filles ou certaines adolescentes de mon âge, quoi. Et c'est quoi tes premiers souvenirs ? C'est lié à ton père ? Oui. Ah ouais, c'est pas très original, c'est mon père, donc passionné d'automobile, qui est surtout un grand bricolo. On l'appelle MacGyver chez nous. Rien ne lui résiste. Et en fait, mon père a toujours aimé l'automobile. Plus jeune, avec ses frères, il s'amusait à acheter des carcasses de voitures, à les retaper, à s'amuser un peu avec, et ensuite les revendre pour se faire de l'argent et acheter une plus belle voiture. Et en fait, c'était leur truc. Et quand j'étais petite, ce qui n'est pas le cas avec les voitures d'aujourd'hui, mais tout l'entretien, c'était lui qui s'en occupait sur les voitures qu'on pouvait avoir, mon père ou ma mère, hein. Et c'était les moments privilégiés que je passais avec lui. Donc j'étais toujours un peu dans ses pattes et j'étais son assistant mécano. Donc c'était passe-moi la clé de 12 et puis quand t'es petite, c'est quoi une clé de 12 ? Et au final t'apprends et tu regardes et tu comprends un peu plus à quoi ça sert et voilà. Donc c'est grâce à mon père, c'est lui qui m'a piqué. Parce que c'était l'occasion pour toi de passer des moments avec lui, parce que je crois qu'il se déplaçait beaucoup pour son travail, c'est ça ? Exactement, mon père était très souvent en déplacement, il était là que les week-ends. Donc quand il revenait, il avait pas mal de choses à faire, bricoler sur les voitures, avancer sur des trucs dans le jardin, ou bref, il y avait des choses à faire. Et du coup, c'est vrai qu'il avançait pas mal sur les voitures et c'était les moments que je passais avec lui. Et c'était ces moments privilégiés où j'étais la petite fille à papa et il m'apprenait des choses et je le regardais avec des grands yeux, tout émerveillé, parce qu'au final, je trouvais ça impressionnant.
sa façon de remettre en mouvement une machine et en fait, qu'importe la voiture, ça n'avait aucun secret pour lui. J'ai jamais vu mon père bugger devant un moteur, jamais. On va y revenir justement à ça, mais t'as une sœur aussi, mais qui, elle, ne s'intéressait pas spécialement, en tout cas qui partageait pas ces moments-là avec ton père, c'est ça? Oui, j'ai une grande sœur. Si, parfois, elle les partageait, mais c'est vrai que c'était pas forcément son truc. Pourtant, elle, contrairement à moi, quand j'étais petite, je jouais avec des petites poupées. Elle jouait avec des voitures. Ça, c'était son truc. Donc, j'ai jamais Ah, c'est compris. marrant. Oui, j'ai jamais compris parce que elle, son truc à elle, c'était les petites voitures, mais elle aimait pas ça. Et même aujourd'hui, on partage des moments ensemble. Elle partage souvent des moments voiture avec moi parce que c'est les moments où elle me retrouve. Et elle me dit, moi, j'aime pas trop ça, mais ça me fait plaisir de passer ces moments avec toi. Ok, c'est marrant qu'elle ait joué avec des petites voitures. Alors, Oui. C'est très étrange. C'est le côté paradoxal de ma sœur. Sarah, si tu nous écoutes, on t'aime, mais t'es un peu folle. La petite dédicace bien placée. C'est ça. Et tu m'as parlé aussi d'un souvenir d'une Jaguar, parce que tu me parlais des odeurs, de ce bois, de ce cuir, tout ça. Exactement. En fait, du coup, sur la partie voiture, on n'a jamais eu des voitures assez incroyables. Mon père roulait en 205, ma mère aussi, quand j'étais plus jeune. Et en fait, dans le jardin, il y avait une Jaguar. Une 205 d'ailleurs, que tu m'as dit qui allait jusqu'au million de kilomètres, c'est ça? Oui, oui. C'est pour ça MacGyver l'a emmené jusqu'au million de kilomètres. C'est incroyable. Oui. C'est bon, après il y a eu quand même pas mal de choses de faites dessus, mais oui, il l'a poussé jusqu'au bout et c'est ça aussi en fait quand je te dis qu'il bricolait les voitures, c'est que pour lui une voiture elle va pas à la casse comme ça en fait. On va aller jusqu'au bout des choses et s'il faut réparer, on répare quoi. Ouais. Et du coup pour revenir à ta question de Jaguar, en effet donc il y avait cette Jaguar dans le jardin. Moi, je l'ai jamais vu rouler. Peut-être que ma sœur si, mais moi jamais. Et en fait, je suis incapable de te dire le modèle. J'ai les formes un peu dans ma mémoire, mais incapable. Tu te souviens à peu près quelle génération c'est? On est dans les années 80, 90? Bah moi, je suis née en 91, donc c'était ça devait être dans les 95, un truc comme ça. C'était peut-être une Jaguar des années 90. Je saurais pas dire. Bah, elle était forcément un peu ancienne, j'imagine. Oui. Donc, ça serait plutôt années 80, 70 peut-être? Je sais pas. Faudrait que je pose la question. Ok. Bah, si on a la réponse entre-temps, je te donnerai la réponse. On mettra une petite photo. Ouais. Exactement. Et en fait, du coup, j'aimais beaucoup aller dans cette voiture qui était à l'arrêt et qui n'a jamais bougé, hein, moi, en tout cas dans mon enfance. Et en fait, je rentrais et déjà le cuir, le toucher du cuir un peu patiné et l'odeur. En fait, moi, c'est ça que j'aime dans les voitures, les vieilles voitures, c'est l'odeur. Toutes les personnes qui sont montées dans une vieille voiture peuvent savoir de quoi je parle parce que c'est une odeur tellement particulière. C'est pas ça sent le vieux, mais ça sent le cuir, ça sent le bois, ça sent un peu l'essence aussi. Et du coup, j'avais l'impression de voyager dans cette voiture. Je faisais n'importe quoi. C'était une boîte auto. Ça, je m'en souviens parfaitement. Et je me souviens avoir beaucoup joué avec la boîte auto. Donc je pense que si elle marchait... Elle ne marchait plus après. Elle ne marchait plus. mais ouais, je me souviens avoir au final beaucoup voyagé dans cette voiture parce qu'elle a été toujours statique. Mais moi, je vivais des aventures incroyables dans cette Jaguar. Tu vois, tu parles d'odeur, mais moi, ça m'a fait une réminiscence par rapport à ce qu'on a pu dire juste avant sur la Xara. Alors moi, c'était pas une odeur... Si, il y avait l'odeur de cuir forcément, mais c'était une voiture quand même plus récente, tu vois, de peut-être 99. En revanche, mon grand-père avait un chien et cette voiture était embaumée de l'odeur du chien, tu vois. Et je l'ai encore là dans le nez. Ouais. C'est assez fou. Effectivement, c'est la mémoire olfactive et incroyable. Et en fait, c'est ça qui est assez fou dans l'automobile. Tu vois, toi, tu parlais de l'objet en mouvement. Moi, je trouve que c'est un des rares objets qui, à part du coup, au final, le goût, va réveiller tous tes sens. Tu vas avoir une sonorité particulière, tu vas avoir l'odeur, tu vas avoir le toucher, tu vas avoir la vue. Et en fait, ça te transporte même à l'arrêt. Ouais, clairement. C'est pour ça que c'est bien plus qu'un objet, je pense, aussi bien pour toi que pour moi, que pour tous nos auditeurs. Ouais. Pour revenir un petit peu aux autos de ton enfance, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre un peu comme automobile qui a pu te marquer à part cette fameuse Jaguar et les 205? La Mercedes. Mon père a toujours cette voiture, une Mercedes, une classe E.
faudrait que je regarde combien de kilomètres elle a, parce que elle aussi, c'est assez incroyable. Elle est de 91 ou 90. Mes parents l'ont eu au moment où juste avant ma naissance. Donc c'est une 190E peut-être ? Oui. Ok. Exactement. Et en fait, cette voiture, moi, quand j'étais plus jeune et que mon père, comme je te le disais, mon père était pas là en semaine, mais il arrivait parfois qu'il rentre le vendredi. Et si mon père, par chance, venait nous chercher à l'école, comme j'étais trop contente que mon père vienne me chercher en Mercedes. C'était super. Et cette voiture, je l'ai toujours trouvée belle. Elle a ce côté très carré, youngtimer, qui plaît ou qui déplaît. Hein, ça, je l'entends totalement. Et c'est la voiture avec laquelle on partait en vacances. Et même aujourd'hui, quand j'ai eu le droit de la conduire, c'était pas le jour de mes 18 ans, parce que je n'ai pas eu le droit le jour de mes 18 ans. Mais le jour où j'ai eu le droit de conduire cette voiture, j'étais impressionnée. Enfin, pour moi, c'est un tank, déjà. Pour moi, cette voiture, c'était un tank en termes de dimension. On est sur un format de voiture qui est quand même assez imposant. Et du coup, cette voiture, elle m'a toujours impressionnée. Et aujourd'hui, elle roule encore. Le pont fait un bruit incroyable. Je crois que mon père est sur le coup. Il procrastine un peu sur cette tâche-là, mais elle est toujours là. Elle est toujours là et elle fait partie de la famille. Pour moi, c'est ça aussi, les voitures. Ça accompagne des familles et ça accompagne des histoires et des moments de vie. Et justement, tu parlais de famille, t'as grandi autour de ces voitures, t'as grandi en Normandie. Exactement. Le dimanche, c'était turbo avec ton père, c'est ça ? Ah oui, ça c'était un des autres moments que je passais avec lui, c'était turbo et on voyait Dominique Chapat à la télé. Et pour moi, Dominique Chapat, c'était incroyable. Et du coup, le voir conduire toutes ces voitures, quand on aime les voitures, le métier de Dominique Chapat, on se dit, mais moi aussi, je veux ça. c'est incroyable. Il laissait toutes les voitures les plus incroyables passer entre ses mains. Et mon père qui me racontait des petites anecdotes parfois sur les voitures en disant, oui, moi j'ai acheté ça avec mon frère. Et puis à l'époque, celle-ci, oh là là, c'était compliqué. Et du coup, j'avais les histoires de Dominique Chapat, j'avais les histoires de mon père et je trouvais ça trop cool. Et en grandissant, ça t'a jamais quitté, cet amour pour l'automobile ? Je pense que ça a même été, si j'ai bien compris, assez grandissant. Oui, ça a été grandissant, ça a été dormant aussi parfois, parce que au moment de l'adolescence, c'est pas quelque chose que j'ai forcément cultivé, mais ça a toujours été là et je m'y suis toujours intéressée. Toujours en voyant des voitures de collection qui passaient, quand je les entendais, je me retournais. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde au final. Notamment cette petite Mini que tu voyais de ton lycée. T'étais en quelle classe à ce moment-là ? Exactement. Alors j'étais en seconde au lycée Dumézil à Vernon. Et en fait, pour aller au lycée, alors ça dépendait, mais parfois je m'arrêtais au niveau de la gare routière qui est en centre-ville. Et j'avais environ 20 minutes de marche pour aller au lycée. Et en fait, sur cette route, c'était une route, mais vraiment droite. Et je croisais souvent une vieille Mini. Elle était verte, avec les bandes blanches. Et je me souviens, à chaque fois, je me disais, je veux la même. Je veux la même. Et cette voiture... C'est devenu une obsession ? Sans vraiment le savoir, mais oui, c'était un objectif. C'était, mais je veux la même et je l'aurai. C'est-à-dire, la question, elle se posait même pas. C'est, je veux la même. Et qu'est-ce que tu as fait alors pour l'avoir ? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu on sait que tu es terminale, c'est l'âge où tu vas normalement passer le permis, tu arrives à 18 ans. Qu'est-ce qui se passe pour toi, cette fameuse Mini, le permis qui arrive ? Quand on habite en Normandie, dans un petit village, comme toi, hein, moi il y avait 700 habitants dans mon village, le permis c'est pas un loisir, c'est une nécessité en fait. On a besoin du permis pour bouger d'un endroit A à un endroit B. Et en fait, les 18 ans approchent, j'avais déjà fait ma conduite accompagnée, tout était en route, quoi. Mais j'avais pas encore 18 ans. Et en fait, j'étais sur eBay. Et là, à l'époque, Le Bon Coin, c'était pas encore la folie, c'est ça ? Non, je connaissais même pas. Mais peut-être que mon père connaissait à l'époque. C'est mon père qui m'a fait découvrir Le Bon Coin, moi je connaissais pas. Mais à l'époque, je regardais sur eBay et en fait, je suis tombée sur une Mini. Et j'ai fait une enchère, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une enchère, mais j'y croyais pas. Je pensais pas que ça allait passer. Et en fait, c'est passé. C'est passé et la voiture a été achetée. À combien l'enchère ? Attends, faut pas que je te dise de bêtises, mais je crois que c'était 500 € ou un truc comme ça. Ouais, donc c'était ridicule, quoi. Oui, mais justement, on aurait dû sentir l'entourloupe. Enfin, moi, j'aurais dû sentir l'entourloupe parce qu'à ce moment-là, c'était pas normal, ce genre de prix.
Et puis c'était très normal parce que c'était une daube en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui allait pas sur la voiture? Tout. Déjà, elle démarrait pas. Le plancher. En fait, la maladie de ces voitures-là, c'est la rouille. Et bah, Rouille perforante? ouais. Donc beaucoup de rouille, rien n'allait. Et puis bon, après moi, la restauration, j'ai jamais forcément fait ça dans les règles de l'art avec mon père. Vraiment, c'est du bricolage. Mais les vrais passionnés font attention à ce que si tu peux avoir une voiture matching number, c'est-à-dire que tout correspond en termes de châssis, etc. Alors, je pense qu'elle n'est pas du tout matching numbers. Elle avait un toit ouvrant, alors qu'à cette époque, pas du tout de toit ouvrant. Enfin, c'était un peu la cata, quoi. Et pour revenir au moment où tu enchéris, tu gagnes l'enchère, tu vas voir ton père du haut de tes 17-18 ans, parce que je crois que tu n'as même pas le permis à ce moment-là. Non, j'ai pas du tout le permis. Et tu dis, papa, j'ai fait une bêtise. Comment ça se passe? C'est exactement ça. En fait, je suis allée le voir, mais je savais que j'allais me faire gronder. Je dis, papa, j'ai fait une bêtise. Quoi? J'ai acheté une voiture. Fais voir. Et déjà, pour lui, c'était inconcevable d'acheter une voiture sans l'avoir. Fais voir. Et là, je lui montre. Aïe, aïe, aïe. et en fait, c'est le côté aussi amusant de la relation que j'ai avec mon père, c'est que ça crie beaucoup au début, puis c'est toujours bienveillant. Donc, je me suis fait disputer, et puis une fois la tornade passée, ça a été des questions. Bon, elle est où? Ok. Elle est dans quel état? Bon, on va aller la voir, on va aller la chercher. Et en fait, on l'a restaurée, et au final, c'est plus mon père qui l'a restaurée, parce que c'est lui qui a eu tout le savoir. Moi, je ne connaissais rien, mais rien du tout. Il connaissait pas les Mini non plus, au final. Hein. Est-ce que tu as eu tout de suite l'espoir de l'embarquer dans ton projet dès que tu t'es retrouvé avec cette voiture sur les bras? Ou tu t'es dit ça va être tendu, mais direct tu l'as eu en tête, je vais l'emmener dans ce projet et on va le faire à deux, quoi. Ah, mais pour moi c'était inconcevable de le faire sans lui. C'est-à-dire que si mon père ne m'avait pas dit bon bah ok on y va, je revendais la voiture. J'étais incapable de faire ça sans lui. C'est horrible de dire ça, mais j'avais pas les épaules, puis t'es jeune, et puis mine de rien financièrement aussi, j'avais pas l'argent pour. Mon père a mis énormément d'argent dans cette voiture, et ça a été incroyable. Et donc comment ça se passe cette restauration? Au début c'est compliqué parce que mon père connaissait pas forcément la façon de penser des moteurs anglais, parce que c'est différent, et du coup ça a été aussi pas mal de recherche de pièces. Nous, quand on l'a acheté, aujourd'hui, avec Internet, c'était déjà le cas, il y avait déjà Internet, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins développé. Aujourd'hui, tu cherches des pièces, tu les commandes en Angleterre de manière très, 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 très simple. Et du coup, au début, ça a été beaucoup de recherche de pièces. Il y avait aussi un coût à prendre en compte. Donc, du coup, on cherchait des pièces avec le meilleur rapport qualité-prix. Parce que c'est vrai que, encore une fois, si tu veux faire une restauration de qualité, tu réfléchis même pas au prix et tu t'achètes les meilleures pièces. Là, j'étais pas là pour faire une voiture de showroom. Je voulais une voiture qui roulait et c'est tout. Donc il y avait aussi cet aspect à prendre en compte, l'aspect économique. Parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui ai acheté les pièces. Surtout que ce qui est assez amusant, c'est que tu disais tout à l'heure, tu sais que quand tu habites dans la campagne, parce que moi pour le coup j'ai vécu dans la campagne, mais jusqu'à mes 10 ans, après je suis allé à Rennes, donc j'ai plus vraiment eu ce problème. Mais donc tu avais cette nécessité d'avoir un véhicule assez rapidement. Oui. Mais vu que cette voiture devait être restaurée, finalement elle n'a pas été prête pour tes 18 ans. Ah, pas du tout. La restauration a pris plus de 2 ans. Ça a été très long, mais encore une fois, mon père travaillait, donc puis tu peux pas demander à une personne qui t'aide de faire ça à 100%. Enfin, c'était des moments qu'on prenait ensemble le week-end, il avait peut-être aussi besoin de se reposer, hein. Donc parfois on prenait du temps, on se mettait ensemble et on avançait. Mais c'est vrai que du coup, non, je l'ai pas eu pour mon permis. J'ai eu la chance d'avoir le grand-père de mon cousin qui avait une R5. C'était pas une turbo. Bon, c'était déjà pas mal. Faut pas déconner non plus. Non, faut pas déconner. Puis c'est dangereux comme caisse. Pour un jeune permis, c'est chaud quand même. Oui. Et non, du coup, qui nous a gentiment donné la R5 et sur laquelle j'ai pu rouler. Et franchement, en tant que première voiture, une R5, mais c'était magique. C'était trop bien. Tu te souviens quelle version c'était? Non, c'était un truc basique. Ouais. Ouais, non, tout à fait basique. Moi, je roulais en R5 et j'avais une de mes très bonnes amies qui roulait en 205, donc on était le duo parfait, quoi. Elle, c'était une 205 junior, je m'en souviens. Tic et tac, quoi. Ouais.
Et donc, pour cette restauration, vous achetez aussi une voiture donneuse. Vous Exactement. n'avez pas trop le choix. Non, c'est vrai que du coup, encore une fois, sur une logique économique, du coup, il y a eu cette deuxième voiture qui a servi pour la pièce. Et une fois que la première restauration était terminée, il y avait la deuxième dans le jardin. Et mon père l'a regardée souvent en disant, non mais en fait, qu'est-ce que je vais en faire ? Je peux pas la laisser comme ça. Et c'est un amoureux des voitures, donc ça l'a titillé. Et puis il s'est dit, bon, vas-y, la noire, on l'a fait. Et elle n'a pas changé de couleur, parce que la première, moi, du coup, mon rêve, c'est, contrairement du coup à celle que je voulais, qui était verte avec les bandes blanches, mon rêve, c'était de l'avoir en rouge avec les bandes blanches. Donc j'ai totalement changé la ton rêve couleur. a changé entre-temps. En fait, j'ai idéalisé le modèle, mais la couleur, je voulais la rouge avec les bandes blanches. Ça, c'était clair et net. Et la tienne, c'est une version 91, si je me souviens bien, Oui, 1991. C'est la version que tu voulais vraiment, pour le coup ? Non, pas du tout. Il n'y avait pas forcément de... je te dis, moi, j'ai acheté la voiture sans vraiment faire attention à ce qui se passait. Non, au final, c'était une version de 91 de mon année. Donc, je suis très attachée à cette voiture. Et tu vois, tu parlais de la Xara que tu revendras jamais. Si je la trouve un jour. Oui, si tu la trouves un jour, ce que je te souhaite. Moi, je revendrai jamais cette voiture. C'est impossible. Et donc, tu la roules régulièrement, parce que tu habites à Paris maintenant. Est-ce que tu la roules maintenant ou très peu ? Très peu, parce que c'est une voiture qui a énormément de problèmes. Ok. Contrairement à la seconde qu'on a restaurée. Donc, la seconde est 89, mais elle roule parfaitement. Elle démarre au quart de tour. La mienne, c'est catastrophe. Chaque fois que je prends cette voiture, je préviens toujours mon père et je lui dis, papa, garde ton téléphone. Et en fait, une fois sur deux, je l'appelle. C'est quoi ? C'est le moteur qui bug ? C'est qu'est-ce qui... Ouais, je pense qu'il y a un véritable problème avec le moteur, je sais pas quoi. Donc j'ai en tête de mettre un 1300 dessus, c'est une 1000. Donc j'ai très envie de mettre un 1300 dessus. Donc là, vous êtes arrivé au bout du premier projet Mini. Oui. Le deuxième est fini ou pas ? Le deuxième est fini, oui. La voiture roule et ce sera la voiture de mon neveu qui n'a pas le permis. Il a quel âge ? Il a 8 ans. Ah oui, il y a un petit peu de marge, effectivement. Voilà, donc faut croire que dans la famille, on a les voitures avant le permis. Lui, du coup, a vraiment de l'avance. Mais oui, en fait, mon père, quand la deuxième restauration a commencé, il a toujours dit que cette voiture, c'est pour Doudou. Voilà. Donc, je la pratique, je la rôde, voilà, on va dire ça. Ce qui est pratique pour toi, puisque l'autre est un peu capricieuse. C'est ça, exactement. Donc, je la fais rouler. Et puis s'il est sage et qu'il fait pas une crise d'adolescence à toute épreuve, je lui remettrai les clés à ses 18 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, l'automobile est aussi entrée dans ta vie professionnelle. Donc, au début, tu as commencé, si je dis pas de bêtises, ta carrière vraiment en dehors de l'automobile, toujours dans la com, c'est ça ? Exactement, ouais. Comment s'est passée cette transition, justement, où finalement, tu es rentré en automobile et maintenant, tu ne l'as plus quitter C'était tout à fait par hasard, en fait. Comme je te l'avais dit un peu précédemment, moi, l'automobile, j'aimais ça, mais je me suis jamais imaginé travailler dans ce milieu, puisque pour moi, c'était même pas envisageable. Je voyais ça d'un œil totalement extérieur. Et en fait, j'ai terminé mes études et je cherchais un travail. Donc, il fallait trouver et j'avais fait beaucoup de stages dans la communication toujours, mais rien à voir avec l'automobile. J'avais été dans la sécurité avec la production de passeports biométriques, enfin vraiment rien à voir. C'est pas la même chose. Pas du tout. J'ai fait de la joaillerie, enfin... Et au final, en bas de chez moi, il y avait une boîte dans l'immobilier et en fait, il y a un monsieur que je croisais tous les jours parce que je promenais mon chien. Et ce monsieur avait exactement la même race de chien que moi, donc un bulldog français. Ok. Et on parlait souvent. Donc il avait suivi un peu mon parcours, mes études. Et quand j'ai terminé mes études, que mon dernier stage s'est terminé et que je cherchais un travail, il a un peu suivi l'aventure avec moi. Et un jour, il m'a dit, bon écoute Doriane, je sais pas ce que ça va te donner, mais passe au bureau demain, parce que la personne qui loue nos bureaux, qui me loue, enfin à qui je loue les bureaux, a une boîte dans l'automobile et franchement, il fait de la com, il fait des relations presse. Peut-être que, je sais pas ce que ça va donner, mais passe, je te présente. Moi, je me dis, bon, ok, très bien. Et le lendemain, j'y vais, ne sachant pas vraiment ce que je vais faire là-bas, en fait, parce que tu dis, ok, il me le présente, mais il a un travail, je comprends pas trop, en fait, tu vois. Puis t'es jeune, donc t'es pas forcément dans la dynamique, je vais faire du networking, ça va servir à quelque chose, t'es un peu bête à cet âge-là. T'as quoi, t'as 22, 23 ? J'ai quel âge ? Ouais, ça doit être dans ces... Ouais, je crois que j'ai 22 ans. Et du coup, j'arrive au bureau de Salvador et puis il me présente Guy Jourdan,
qui pour moi du coup a été un peu la rencontre, une des premières rencontres qui m'ont permis d'être là en fait, là où Un je suis peu un mentor aujourd'hui. pour toi? Pas forcément un mentor, mais je pense que c'est la personne qui a fait que je suis là aujourd'hui. T'as eu le déclic, tu veux dire? Ouais. Ok. C'est lui qui m'a donné une chance là où personne ne m'aurait donné de chance. Et c'est lui qui m'a permis de m'accrocher au train en fait. Et du coup, je rencontre Guy qui me dit bon bah moi j'ai acheté un annuaire qui s'appelle Lacomoto, qui est l'annuaire dédié à toutes les personnes de la communication dans l'automobile, et il faut mettre à jour toute la base de données. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui fasse du phoning. C'est pas très drôle, mais c'est un travail. Est-ce que ça te tente? Bah oui, ça me tente. Je cherche du travail, donc oui, ça me tente. Et c'était une mission de 3 mois, et en fait, je l'ai terminée en 1 mois. Donc je vais voir Guy, on me dit bon bah Guy, ça y est, tous les fichiers sont envoyés, j'ai tout mis à jour. Et au lieu de me dire bon bah on arrête la mission, ce qu'il aurait pu faire, hein, Guy me dit bon bah écoute, tu travailles bien, est-ce que ça te tente de donner un coup de main à Jérémy sur des essais presse, est-ce que ça te tente? Bah ouais, carrément. Puis du coup, moi à l'époque, je savais pas trop ce que c'est, donc je lui dis mais c'est quoi des essais presse? Donc il m'explique un peu et je me dis mais en fait c'est un monde que je connaissais pas et ça me tente. Oui. Et du coup bah je vais aider Jérémy sur des essais presse. À l'époque c'était du coup des facelifts sur Hyundai. L'époque du Veloster, c'est ça? Alors du coup on avait eu le Veloster, oui, mais à l'époque l'essai principal c'était sur la i20. Ok. i20 et i30. Donc on avait ces voitures-là à l'essai pour les journalistes. Et du coup, il fallait organiser cet essai presse, donc trouver le lieu. Jérémy l'avait déjà fait. Et ensuite, fallait que je l'aide sur la gestion de la flotte des voitures, le roadbook. Donc j'ai fait mon premier roadbook. C'est moi qui suis allée sur les repérages. J'avais regardé, à l'époque, ça marchait déjà pas mal, mais j'avais du coup regardé sur Google Maps et on avait fait des repérages avec une personne très gentille, une ancienne personne qui bossait chez Renault. Et du coup, c'était mes premiers essais presse. Et au final, j'ai eu un déclic. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, Guy a été professionnellement une personne qui a changé ma vie. Et je pense que dans la vie, tout est fait de rencontres. Et du coup, il y a ces deux personnes, il y a Salvador et Guy, qui m'ont permis d'être dans le monde de l'automobile aujourd'hui. Bah Guy, si tu nous écoutes. Ah bah, c'est avec grand plaisir, oui. Tu penses qu'il est conscient justement de ce rôle qu'il a pu jouer dans ta carrière? Je sais pas, parce que c'est une personne qui est très très modeste. D'accord. Et ça a été aussi pour toi l'occasion d'essayer plein de voitures. Tu parlais de Hyundai, t'en as roulé beaucoup. T'as eu peut-être eu ce déblocage tu parlais tout à l'heure, tu sais, de Dominique Chapat et Turbo qui essaye plein de voitures. Ouais. Est-ce que t'as pas eu l'impression un peu, peut-être à une plus petite échelle, mais de te mettre dans la peau de Dominique Chapat? Alors pas du tout. Pas du tout à ce moment-là, parce que j'étais en train de découvrir un monde qui m'était totalement inconnu. J'avais l'impression d'être en face d'extraterrestres. Et tu parles de Turbo, c'est marrant parce que à l'époque, sur ces essais presse-là, à un moment, je vois sur la liste des invités Turbo. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Je vais pas travailler avec Turbo. Non, mais c'est pas possible. Et je me souviendrai toujours que justement, il y avait Antoine Arnoux et Stéphane Capella qui étaient venus sur ces essais presse-là. Il y avait Julien Marco aussi, qui ne travaille plus chez Turbo. Mais ils étaient venus, ils avaient fait un comparo justement avec une Hyundai et une Golf. Et Jérémy m'avait dit à cette époque-là, attends, tu te rends compte, il compare une Hyundai à une Golf, on est bien. C'est clair. C'est une marque qui a eu un gros virage et en tout cas une énorme renaissance. Parce qu'il y a certains temps, on parlait pas vraiment des... C'est coréen, hein, Hyundai, je dis pas de bêtises. Ouais. On parlait pas des voitures coréennes du tout. Donc, Non. Et puis la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. À l'époque, c'était... nous, quand on a fait les essais, la marque était déjà justement dans ce switch-là. Et en fait, justement, les journalistes nous faisaient ce retour en disant, mais on est monté en gamme. Oui, il y a toujours du plastique, mais on est moins sur ce truc... désolé pour le terme, on est moins sur le truc chinois, quoi. Même si c'est coréen, mais c'était l'image que ça avait. C'était une image low cost qui a bien changé aujourd'hui. Malheureusement, ce contrat, il se termine pour toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ce contrat se termine parce que malheureusement, Guy ne pouvait pas me garder. Et en fait, je vois une offre d'emploi pour une agence de relations presse qui s'appelle Zmirov Communication. Et je postule, mais il n'y avait pas forcément de domaine qui était précisé.
Donc je postule et je suis prise en entretien. Et en préparant l'entretien, je vois que l'agence a quand même de très belles références, puisqu'elle a Volkswagen, elle a Seat, donc plusieurs marques du groupe VV. Et du coup, pendant l'entretien, j'en parle parce qu'au final, c'était ma carte, hein, l'automobile, vu que j'avais fait quelques mois dans ce secteur et que ça m'avait beaucoup plu. Donc j'avais qu'une envie, c'était de continuer. Donc je parle de ça, mais au final, Diane, la RH, me dit que bon, bah, ce sera peut-être ça, mais c'est peut-être pas forcément dans l'automobile. Je ne sais pas quel budget me seront alloués, quoi. Et du coup, elle appelle une directrice de clientèle, Anne-Gaëlle Jourdan, qui vient et me dit bon bah du coup les budgets ce serait on a notamment Arcurial, mais ils cherchent quelqu'un de senior et toi t'es junior, clairement. Donc pas sûr Donc là, que ça... tu te dis, ouais, je me dis c'est mort. Ouais. Et même elle me dit bon, le client veut quelqu'un de senior, t'es junior, donc je suis pas sûre que ça le fasse. Et l'entretien se termine et je me dis bon bah j'ai tout donné, mais ce que j'entends au final, hein, je suis trop junior, quoi. Je rentre chez moi et le soir même, quelqu'un m'appelle et me dit, mais en fait, vous êtes... Ah non, pour la petite histoire, la petite anecdote qui est drôle, c'est qu'on m'appelle et qu'on me dit, je suis désolée, vous n'êtes pas prise pour le poste. Donc bah, je me dis, bon bah ok. Et en fait, 5 minutes après, on me rappelle et on me dit, vous êtes prise. C'est une blague. Et là, non, je te jure, c'est vrai. T'as fait les montagnes russes, quoi. Et oui, et là, je dis, mais je comprends pas, vous venez de me dire que je suis pas prise. Excusez-moi, c'est qui au téléphone? Bah, c'est Dorian Raffin. Ah si, mais vous, Dorian, vous êtes prise. Et j'étais, oh, mais c'est pas possible. En fait, il s'était trompé de numéro, c'est ça? Ouais. Ok. En fait, grosse boulette quand même. Hein. Oui, bah grosse boulette, mais au final, tant mieux, parce que moi, cette boulette, elle me convenait comme ça. Hein. J'aurais préféré, je pense que dans l'autre sens, ça aurait été beaucoup plus dur. Ah oui, je te confirme. Ouais. Mais là, dans ce sens-là, c'était parfait. C'était parfait. Donc, et on m'a dit, est-ce que tu peux commencer demain? J'étais, ok. Ok. Donc là, énorme pression pour toi, non? Bah, en fait, t'as pas forcément le temps de comprendre ce qui se passe. T'es juste trop content d'avoir décroché un CDI et en plus dans une très belle agence, parce que Smirov Communication, dans la partie relations presse, ça fait partie des références. C'est une très très bonne école. Et du coup, bah, le lendemain, j'arrive et je découvre les marques sur lesquelles je vais travailler. Donc, Arcurial, ça je le savais. Et aussi le salon Rétromobile. Je profite pour saluer Jean-Sébastien Guichawa, Oui. avec qui j'enregistre un épisode que tu connais aussi. Oui, ouais. Et du coup, bah, à l'époque, c'était pas Jean-Sébastien qui était à la tête du salon. C'était François Melchion. Oui, exactement. François Melchion, du coup, avec qui j'ai pu bosser plusieurs années avant de rencontrer Jean-Sébastien. Et du coup, j'arrive dans un monde qui est totalement différent de celui que je connaissais, parce que Akomoto et encore, parce que elle existe encore, cette agence, est une agence à taille humaine. On était 5, 6 max. Et là, j'arrive dans une agence où on est 50. Et c'est que des attachés de presse. Donc, du coup, il y a le téléphone qui sonne partout. Il y a des relances téléphoniques en non-stop. Et je suis junior, encore une fois. Hein, donc, je découvre le métier. Anne-Gaëlle m'apprend énormément de choses, me forme au métier d'attaché de presse. Et c'est comme ça que je rentre réellement dans le milieu, au final. Donc tu t'acclimates à cette effervescence, parce que moi, tu vois, je visualise ça comme une espèce de fourmilière où tout le monde s'active, et quand tu rentres comme ça et que tu regardes ça avec des yeux ébahis, j'imagine que ça doit être un peu impressionnant quand même. C'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant, d'autant que en fait, je pense que c'est un peu le climat dans toutes les agences, c'est-à-dire il faut être réactif. Et tu le comprends au final quand tu te retrouves à faire ce métier, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent pas forcément le principe des agences, c'est qu'on a plusieurs clients. Et en fait, si on se met à la place du client, chaque personne pense que tu es entièrement dédié à son compte, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, il faut être très réactif pour pouvoir être le plus efficace possible et continuer de donner à son client l'impression qu'on est 100% pour lui, en ne l'étant pas, parce que le client est totalement conscient de cette réalité-là. Hein, mais il veut pas le savoir. Non, et je le comprends. Hein, quand tu payes des honoraires, tu as envie que le travail soit fait. Tu t'as pas à réfléchir que t'es une autre personne qui ait aussi d'autres besoins. Mais ouais, c'était très impressionnant. Et puis en plus, les locaux de Smirov sont assez particuliers. C'est un peu un labyrinthe. Donc moi, au début, j'étais totalement perdue. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'était lunaire. Et comment se passent tes débuts avec Arcurial? Tu parlais d'Arcurial comme un de tes clients. On parlait tout à l'heure, quand tu m'as interrogé, de Mathieu Lamour. Une des rencontres qui m'a marqué. Tu es amené à travailler avec lui, je crois. Ouais. Comment ça se passe un peu les débuts?
Alors au début, c'est catastrophe. Enfin, c'est pas méchant, hein. Mais c'est un peu catastrophe pour moi parce que en fait Mathieu, c'est une personne qui est à 1000 à l'heure et que les journalistes connaissent très bien. Et il fait beaucoup de choses avec les journalistes en direct, ce qui fait que j'arrivais pas à contrôler ce qui se passait. Et ce qui est compliqué pour une attachée de presse, parce que notre rôle aussi, c'est de faire passer les bons messages. Pour, t'as une image de marque et il faut la conserver, il faut la faire évoluer dans le sens que tu veux. Et du coup, parfois, Mathieu, il faisait ses interviews et de manière tout à fait naturelle, il répondait à des choses ou il donnait des infos que je voulais garder pour plus tard. Typiquement, il disait « Ah, mais j'ai rentré cette voiture !» Mais non, mais c'est la voiture clé, on voulait attendre 6 mois avant de le donner. Et en fait, du coup, c'était catastrophe parce que j'osais pas appeler Mathieu. Et Yann Gaël me disait tout le temps « T'as appelé Mathieu ?» Non. « T'as appelé Mathieu ?» Non. Et j'avais peur de l'appeler parce qu'il m'impressionnait. Tu le disais, c'est une personne avec beaucoup de charisme et une connaissance automobile qui est assez importante. Et du coup, moi, je me suis dit, mais je vais l'avoir au téléphone, il va me prendre pour une vaste blague, en fait. Parce que bon, je m'y connais un peu en voiture, mais j'en suis très loin, quoi. T'avais cette peur de partir à la faute, quoi. Ah ouais. Et du coup, à chaque fois que je l'avais au téléphone, je bafouillais. Anne-Gaëlle se moquait souvent de moi parce que du coup, je disais Mathieu. Et en fait, j'arrivais pas à lui parler. Et puis lui, du coup, toujours au tac au tac. Et au final, quand il me parlait de voiture, il me disait oui, on a rentré une Testarossa. Je fais la Ferrari. Et en fait, il savait, en fait, en rebondissant à ce qu'il me disait, il disait ah oui, mais en fait, elle connaît un peu. Et Mathieu, c'est une personne passionnée. Donc, comme je te disais, dès que tu parles la même langue avec une personne, ça va mieux. Et c'est clair que tu peux difficilement faire plus passionné que Mathieu. C'est ça. Et donc, en fait, ça a très rapidement ensuite marché avec Mathieu parce qu'il a compris que j'étais passionnée et je pense qu'il a compris qu'il pouvait me laisser un peu de lest et me faire confiance. Et ensuite, du coup, c'est totalement comme ça que ça a marché puisque il me laissait le driver entièrement pendant Rétromobile, pendant Le Mans Classique. Je le prenais par la main et c'était Mathieu interview ici, Mathieu là, Mathieu ici. Et en fait, il me faisait confiance et ça a été un super moment. Enfin, moi, je me suis éclatée pendant les ventes Arcurial et pendant le salon Rétromobile. D'ailleurs, j'ai hâte de ce salon Rétromobile, tu vois, qui a été encore déplacé. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte. Je pense que je suis pas le seul d'ailleurs. Non, c'est un super salon. C'est un salon, c'est impossible déjà de le faire en une journée. Enfin, si, techniquement, c'est possible. Tu peux faire tout le salon en une journée. Mais en fait, si tu veux tout voir, tu peux pas. Il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement d'histoires à entendre. Il faut prendre le temps de parler avec les exposants et découvrir ce qui se passe. Et en fait, il y a énormément de trésors dans les allées de Rétromobile. C'est incroyable. Il y a tout. C'est clair. Ça peut même presque créer une frustration parce que en fait, tu vois toutes les histoires, toutes les personnes avec qui tu as envie de parler. Tu peux pas tout faire. Non. Et donc forcément, enfin moi en tout cas, à chaque fois que je sors de Rétromobile, c'est ça. Je suis trop content, mais trop frustré aussi, tu vois. Ah ouais. Non, mais je te comprends. Hein. C'est un salon qui est incroyable. Vraiment. Il y a tout. Il y a tout, il y a des pièces, il y a des miniatures, il y a des objets avec des affiches, tu vois, typiquement, et même du chocolat en forme de voiture. Il y a des vendeurs, il y a des expositions, il y a des chars, quoi. Enfin... Et puis c'est malheureusement le dernier gros salon automobile à Paris, parce que le mondial a disparu. Ouais. Donc maintenant c'est Rétromobile. Enfin, c'était pas du tout le même concept, mais malheureusement il n'y a plus cette diversité-là. Non, c'est vrai qu'à Paris il y a une véritable autophobie... malheureusement grandissante, mais Rétromobile est là, Rétromobile est au front et je pense que c'est un salon qui est pas prêt de s'arrêter parce que on voit le succès en termes de nombre de spectateurs et nombre d'entrées, il est largement là et pourvu que ça continue, quoi. C'est clair. Pour en revenir un petit peu à ta carrière, il y a une rencontre qui est assez marquante pour toi, c'est Clémence Madet, c'est ça ? Exactement, ouais. Clémence Madet qui à l'époque travaillait chez Mercedes et en fait au début je le savais pas quand je l'ai rencontrée. Elle a appelé mon patron David Smirov pour donc elle s'occupait des relations presse. Exactement. Ouais, elle était au sein du service presse de Mercedes et en fait on était en appel d'offres pour gagner les relations presse de Mercedes et du coup elle échange avec David sur ce point-là et au final j'apprends que Clémence était à ma place il y a quelques années. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est Clémence qui s'occupait de Seat chez Smirov Communication. Et il y a une autre personne qui est passée chez Smirov Communication et qui est aujourd'hui dans une marque automobile qui travaille chez Audi,
Clément Lefebvre. Et en fait, du coup, c'est très drôle de voir que chez Mercedes, c'était une RP Zmirov, et chez Audi, la marque concurrente quand même, c'est un RP Zmirov aussi. Mais moi, au final, je parle avec Clémence et on gagne les relations presse de Mercedes. Je me retrouve avec la gestion de ce budget-là. Et en fait, ça a été un véritable coup de foudre amical et professionnel, dans le sens où Clémence m'a tout appris. Elle m'a appris les relations presse d'une façon que je connaissais pas forcément. Les relations presse, je les avais déjà appris avec Anne-Gaëlle, qui a été un vrai mentor pour moi. Mais c'est vrai que Clémence m'a donné les petits tips qui font la différence. Quand tu es en OP presse ou juste avant une OP, justement, c'est tous les petits détails qui vont faire que tout va bien se passer. Elle m'a ouvert aussi son carnet d'adresses et en fait, en tant qu'attachée de presse, la plus grande force d'une attachée de presse, c'est son réseau. Et en fait, Clémence m'a présenté aux journalistes et elle m'a réellement pris sous son aile et aujourd'hui, j'en serais pas là en fait. Ça a été une véritable rencontre. Elle m'a emmenée sur les OP alors que c'était pas forcément... oui, elle avait besoin de moi parce que j'étais devenue un peu son bras droit. Mais elle aurait pu ne pas le faire. C'est-à-dire que, encore une fois, quand tu travailles avec quelqu'un, tu peux très bien récupérer les lauriers. Mais c'est pas du tout dans la mentalité de Clémence. Et je souhaite à tout le monde d'avoir une personne qui, professionnellement, te fait monter comme ça, quoi. Surtout que c'est parti sur les chapeaux de roue, parce qu'il y a eu les fameux 120 ans de Mercedes. Ouais. C'est en 2016, je crois. Hein. Ou 2016 ou 2015, je sais plus. Je crois que j'ai regardé que c'était en 2016, mais je vérifierai si c'est pas le cas, mais je crois que c'est 2016. T'as sûrement raison, du coup. Ouais, il y avait eu 120 ans de Mercedes au Grand Palais, et puis là, c'était incroyable. Enfin, on avait eu toutes les voitures qui ont marqué l'histoire de la marque. On avait des prototypes. L'Allemagne a fait venir des voitures. Il y a des collectionneurs qui ont amené des exemplaires uniques. Et du coup, c'était la première OP avec Clémence et c'était une machine de guerre. Hein, clairement, j'avais une machine de guerre en face de moi et Clémence m'a tout de suite mis au boulot et ça a commencé comme ça. Et la suite pour toi après cette fameuse rencontre, qu'est-ce qui a été cette bascule en fait ? Ça a été au final plus de 2 ans de travail avec Clémence, où du coup j'étais tout le temps à ses côtés sur les essais presse, sur la réflexion sur des sujets un peu plus lifestyle. Quand elle est partie en congé maternité, j'ai pris son relais. Donc il y a une véritable relation de confiance entre Clémence et moi, et aujourd'hui encore on est encore très proches. On en parlait tout à l'heure, tu sais, dans le podcast qu'on vient d'enregistrer en inversé. Ouais. Tu as aussi eu la chance de faire le Tour Auto en 2017, avant même de rejoindre Peter Auto, sur une Fiat 600. Est-ce que tu peux nous expliquer, sans forcément réexpliquer ce qu'on a pu dire tout à l'heure, mais quel souvenir tu gardes de ce Tour Auto ? Ouais. Alors en fait, à la base, moi, le Tour Auto, j'étais pas du tout censée le faire. C'était pas du tout prévu. C'est un journaliste que je connaissais, donc Thomas Dechessé, qui a le média lesvoitures.com, qui m'appelle une semaine avant et qui me dit « Écoute, j'ai un petit souci, j'ai ma copilote qui m'a lâché. Je sais que t'adores l'automobile. Moi, j'aimerais faire ça avec une fille parce que, ça marche bien. Est-ce que t'es dispo ?» Ouais, moi, je tombe un peu dénue. Je dis « Mais le Tour Auto, tu me parles vraiment du Tour Auto ?»« Ouais. » Je dis ouais, j'adorerais. Il me dit mais il faut poser des vacances. Je dis oui, mais je vais voir avec David. Je pense que ça posera pas trop de problèmes. Mais moi financièrement, j'ai pas le budget. Il me dit mais de toute façon c'est soit je trouve une copilote et je le fais sachant que tout est déjà payé, soit je peux pas le faire. Donc le financement en fait de mon côté il est déjà mis en place. Donc là, je me dis, attends, mais c'est trop bien. T'as eu de la chance quand même. J'ai eu de la chance et j'ai eu de la chance que Thomas me fasse confiance aussi là-dessus parce que on se connaissait, mais pas si bien que ça. Et en fait, tu passes une semaine en non-stop avec une personne, donc il faut pas se planter. Ça peut vite devenir insupportable si tu ne supportes pas la personne, justement. Ah t'es dans un espace très 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 petit, donc surtout une Fiat 600. Voilà, c'est ça. Donc je pense à tous ceux qui se sont retrouvés confinés avec des personnes avec qui ça ne marchait pas. Vous étiez dans une maison ou un appartement, imaginez dans la taille d'une voiture, quoi. Et une Fiat 600, en effet, ça peut être très compliqué. Ça n'a pas été notre cas. Donc t'en gardes un super souvenir. Ouais, j'en garde un super souvenir parce que c'est encore une fois une aventure humaine. Moi, je connaissais pas la régularité, donc j'ai découvert la régularité. On en parlait, c'est assez spécial, mais c'est prenant. J'ai
été aspirée dans cette organisation du tour auto parce qu'en fait, quand tu le fais en tant que concurrent, tu poses ton cerveau. Tu poses ton cerveau et t'as les petites fées Peter Auto qui sont là et qui te drive, mais tu t'en rends même pas compte. C'est hop, le roadbook. En fait, t'as ton roadbook le matin et puis t'enchaînes. C'est tellement bien huilé que mais ouais. Tu te laisses vivre et tu profites de ta passion. Mais avec le recul, tu te dis, c'est quand même marrant que tu travailles maintenant chez Peter Auto. Ouais. On va cacher le suspense, mais je pense que la plupart des auditeurs le savent. Est-ce que tu y as repensé justement à ce tour auto en 2017 où tu étais simple participante? Ouais. Donc tu rejoins Peter Auto été 2019, donc 2 ans après. Est-ce que dans l'entretien, t'en as parlé? Est-ce qu'il y a eu... Oui, on en a parlé forcément parce que je connaissais les équipes, je connaissais déjà Julien Ergo avec qui je travaille aujourd'hui en binôme, forcément par Arcurial, puisque vu que j'étais l'attachée de presse et que Arcurial faisait les ventes au Mans Classique, je le connaissais. Et D'ailleurs, je salue Julien parce qu'il m'a pas mal aidé aussi pour préparer l'entretien avec Patrick Peter, qui s'occupe de la com digitale, c'est ça, hein? Oui, exactement, qui s'occupe du community management des réseaux sociaux de Peter Auto avec une autre personne et qui s'occupe également du site internet Peter Auto. Donc non, Julien, je le connaissais déjà et du coup on en a forcément parlé. Et c'est même au début à lui que j'ai envoyé ma candidature pour le poste de Peter Auto. Et on en a parlé un peu à l'entretien, mais c'est vrai que le tour auto, du coup, j'y ai repensé en 2020. C'était mon premier tour auto avec Peter Auto. Et de l'autre côté de la barrière. Là, je me suis pris une claque. Je me suis pris une énorme claque parce qu'en fait, quand tu participes au tour auto, tu vois pas toutes les petites mains. C'est pour ça que j'ai les faits Peter Auto, tu les vois pas. Tu vois pas toute l'organisation qui est en amont. Déjà, c'est un événement qui se prépare longtemps à l'avance. Et en fait, quand tu es sur place, il faut te dire qu'avant que toi, tu arrives, il y a déjà une équipe, voire 2 équipes qui sont passées avant. Et en fait, tu es toujours avant tout le monde, en même temps, et après tout le monde aussi. Et en fait, ta façon de travailler, tu travailles très tôt le matin, tu travailles aussi en journée, tu travailles très tard. Mais là aussi, c'est une super aventure professionnelle. T'es en équipe, il y a plusieurs équipes du coup qui sont réparties. Moi, j'étais en équipe du coup avec une autre attachée de presse qui est pas chez Peter Auto mais chez Peter et Associés, donc la partie relations presse, et la responsable de l'événement. Et en fait, on était 3 dans la voiture et là aussi, il y a une super ambiance au final. Et je trouve ça génial parce que tu vois, t'as vécu la magie. Parce que tu sais, c'est comme quand tu goûtes un bon plat où tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans parce que t'es pas un fin cuisinier. C'est vrai. J'en parle avec Simone Zanoni, un épisode qui va sortir. Et après, t'as découvert les côtés coulisses. Donc pourquoi la magie opère en fait? Ouais. Mais c'est génial en fait. C'est super. Et en fait, je pense que c'est la meilleure configuration. Parce que y a des personnes qui ont travaillé chez Peter Auto qui plus tard ont fait le tour auto. Je pense que tu l'apprécies forcément. Mais moi, je l'ai vu avec un œil naïf. T'es moins émerveillé peut-être parce que justement tu connais les coulisses. Il vaut mieux faire dans le sens que tu l'as fait, c'est-à-dire concurrent, sans vraiment... Enfin, si, tu comprends, mais t'as pas vraiment les détails des coulisses, puis les découvrir, que l'inverse sûrement. Ouais, je pense, parce que du coup... pour moi, tout était une surprise en fait. Alors que quand tu as participé à l'organisation, tu sais que en passant à tel endroit, il y a X personnes qui ont travaillé, ou puis tu reconnais les collègues et tout. Alors que quand tu connais pas en fait chaque étape, chaque attention, parce que les concurrents sont choyés quand même. Chaque petit geste, en fait, tu t'es émerveillé. Et du coup. J'avais cette surprise à chaque fois que j'aurais pas forcément eu si aujourd'hui je referais le tour auto, parce que je suis au courant de tout. Et justement, par rapport à ta carrière chez Peter Auto, donc tu reprends les relations presse, relations publiques. Ouais. Tu as aussi une très belle victoire, tu t'en parlais en introduction, par rapport à Bentley. Ouais, exactement. Du coup, moi, chez Peter Auto, donc j'ai la partie, comme je te disais, événement Peter Auto, mais j'interviens aussi chez Peter et Associés, qui est une agence de relations presse. Et on a été challengé par Bentley, les concessions en France et à Monaco, pour reprendre les relations presse. Et c'est vrai que quand j'ai eu ce dossier, je me suis dit, mais waouh,
C'est Bentley, c'est une marque, c'est un constructeur avec un passé historique sport auto incroyable. Leurs voitures sont magnifiques, on est sur du véritable luxe. Et ça me paraissait un peu inimaginable. Et au final, on a fait l'appel d'offres. J'ai beaucoup bossé sur ce dossier en binôme avec Céline sur la partie événementielle. Et on l'a gagné. On l'a gagné. Et du coup, c'est une super marque, c'est des super clients. C'est une vision de l'automobile qui est super. La marque est très avant-gardiste parce qu'elle pense énormément à l'écologie tout en ne faisant pas une croix sur la performance. Ce qui peut être le cas de certains constructeurs. Donc non, c'est un véritable bonheur. Ouais, c'est quand même un beau contrat que vous avez récupéré. Ouais. Pour rester un peu dans les bons souvenirs, tu peux avoir par rapport peut-être à des moments que tu as vécu chez Peter Auto. Mm-hmm. Tu vois, moi tout à l'heure, tu me demandais quels étaient les événements que je préférais et je te disais forcément Tour Auto, Le Mans Classique. Ouais. Toi, qu'est-ce qui a pu te marquer vraiment? Si tu devais garder un moment qui t'a marqué et que tu as pu vivre forcément de travail, mais peut-être tu as quand même pu en profiter un petit peu après. Est-ce qu'il y a un moment qui te vient particulièrement en tête? C'est ouais, en fait, il y a je saurais pas te dire en fait, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Nous, sur les événements Peter Auto, donc il y a le Tour Auto, le Mans Classique, comme tu en parlais, mais on a aussi un championnat qui s'appelle les séries by Peter Auto, avec différents groupes de voitures, donc le groupe C, le 50s, le 60s, etc. Et en fait, on a plusieurs circuits dans l'année. Et à un moment, on est allé sur le circuit de Monza, en Italie. Et on passait juste après la F1. Et moi, le circuit de Monza, ça a toujours été un circuit incroyable, le temple de la vitesse. Et déjà, le fait de me retrouver sur ce circuit, je me disais, mais je suis pas en train de rêver, je suis à Monza. Et en fait, quand t'es organisateur, tu as un badge organisateur. Et du coup, bah, tu rentres dans les paddocks, tu vas sur la piste en fin de journée. Et du coup, j'ai fait du vélo à Monza. Sur la piste de Monza. Et coucher de soleil, je m'en souviendrai vraiment. J'étais sur le vélo, j'ai posé le vélo et je sais pas si tu vois sur la piste, t'as ce fameux S. Si. Et en fait, juste avant le fameux S, t'as des énormes traces de freinage et j'ai pris une photo même à cet endroit-là. Et il y a des traces de freinage et j'avais posé mon vélo, j'étais devant, je regardais, je me disais, ça va te faire rire d'ailleurs, je me disais, ça se trouve, ça c'est une trace de freinage de Lewis Hamilton. Tu l'as encore cette photo? Ouais. Bah, si tu pourras la joindre pour illustrer un peu le podcast, ça serait top. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai énormément de chance. J'ai énormément de chance de pouvoir être sur ce circuit mythique, de pouvoir justement profiter de la piste quand il n'y a plus personne. Même en tant que du coup attaché de presse, on doit faire avec Julien des photos sur l'événement. Donc on a pu aller sur les différents accès photographes quand les voitures roulent. Et en fait, t'es au plus proche des voitures. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable. Je suis à un endroit incroyable. À cet instant T, tu prends une claque. C'est fou de vivre ces moments-là. Et puis après, t'as de la chance. Toi, c'est sûrement lié à ta personnalité. Moi aussi, d'une certaine manière, c'est de se rendre compte de cette chance-là sur le moment. Et de pas, tu sais, se dire, d'une certaine manière, ça devient la normalité. C'est toujours remettre dans le contexte, se dire, waouh, c'est un truc de ouf. Il faut pas. Il faut surtout pas, parce que. Mais c'est propre aux passionnés. Ouais. Si t'es passionné, tu te rends compte. Si tu l'es pas, forcément, tu peux banaliser la chose. Alors que c'est vrai que c'est ouf. Et c'est marrant en fait que tu me racontes ce souvenir-là, parce qu'en fait, je sais pas si tu t'en souviens, mais quand on s'est eu au téléphone préparé, tu m'avais raconté autre chose en fait. Ah bon? Ouais, je m'en souviens plus. Non, mais tu m'as raconté quelque chose de sûrement plus classique et je trouve que cette histoire est sûrement bien plus intéressante. Enfin, bien plus intéressante. Non, mais c'était plus classique. Tu m'avais tout simplement rappelé alors je sais pas quelle année, ce que tu m'avais pas précisé, mais une année au Mans Classique où tu avais veillé pendant 24 heures. Ouais. Avec sûrement le lever de soleil aussi, le coucher et le lever, j'imagine. Je m'en souviens très bien. Ouais, t'as tout à fait raison. C'était la même année que les 120 ans de Mercedes. Ok. Donc, faudra regarder. 2016, ouais, je suis quasi sûr. Ouais, du coup, vu que le Mans Classique, c'était tous les 2 ans, c'était une année paire, c'est sûr. Et oui, en effet, juste après la vente Arcurial, j'avais veillé toute la nuit, j'avais regardé les voitures. C'est vrai. Oui, c'est vrai que je t'avais parlé de ça. Mais l'histoire du vélo, je la trouve encore plus poignante, tu vois, parce que on visualise bien et effectivement, je mettrai une petite photo pour les auditeurs. Pour finir un peu ce podcast, c'est une question 2 en 1.
Donc D'accord. tu as le droit de répondre à l'un ou l'autre, ou les deux. Si tu devais garder qu'une seule voiture, ce serait laquelle? Et l'autre question, c'est quelle est ta voiture de rêve? Ça peut être la même, hein. Si je devais garder qu'une seule voiture parmi celles que j'ai, Oui, oui. Celle que tu as ou au sens large dans ta famille, quelle est la voiture pour laquelle tu as le plus d'attachement et que si vraiment tu devais en garder qu'une, laquelle ce serait? bah, ce serait la Mini, la première, forcément. Celle de 91, parce que il y a eu cette bêtise, mais il y a eu aussi ce véritable attachement à cette voiture qui, comme je te le disais, jamais de la vie je vendrai cette voiture. J'espère que le jour où je serai vieille, je pourrai la transmettre à mes petits-enfants et que ce sera un peu un totem de famille, tu vois. Qu'il y aura autant de bonheur dans cette voiture que moi j'ai pu en avoir. Et ouais, non, je pense que c'est cette voiture que je garderai. Et ma voiture de rêve, bon là, je vais pas être très originale, hein, c'est ma vraie voiture de rêve que je devais, si je devrais à conduire ou à acheter, je sais pas. Conduire, j'ai déjà conduit une voiture qui me faisait rêver grâce à mes fonctions avec Mercedes. C'était une 300 SL, Incroyable. justement avec Clémence. Ces fameuses portes papillons. Ouais. Donc j'avais très peur à ce moment-là, parce que t'as une énorme responsabilité. Tu m'étonnes. Il fallait juste la déplacer de 5 mètres, hein, quand même. C'est rien, hein, mais moi j'avais très peur à ce moment-là. C'est une voiture qui m'a beaucoup fait rêver. Mais si je devais en acheter qu'une seule, budget illimité, ce serait une Ferrari 250. Châssis court. Bien sûr. Ouais, donc là, on est vraiment sur des gros budgets quand même, hein. Gros budget, ouais. Je te souhaite d'y arriver. Oui, je me souhaite aussi de gagner autant pour pouvoir m'acheter ce mythe automobile. Mais ouais, c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver. Bah, c'est plus qu'une voiture, en fait. T'es là, c'était sur une œuvre d'art. Enfin, pour moi, je peux difficilement faire plus beau. Ouais. Les lignes, tout. Magnifique. J'adore cette voiture. Ouais, c'est incroyable. En tout cas, Dorian, merci beaucoup parce que tout ça, cet après-midi qu'on a passé ensemble, parce que donc il y a eu d'abord l'enregistrement avec Patrick Peter et ensuite notre petit chassé-croisé entre nos deux podcasts, donc Vroom et Dans la boîte à gants. Mais c'est grâce à toi, parce que c'est toi qui as quand même agencé tout ça. Donc merci beaucoup, Dorian. Bah merci pour ton invitation, parce que c'est quand même toi qui es venu à moi la première fois. Donc je tiens à saluer aussi ton professionnalisme et je suis ravie de pouvoir rassembler nos deux émissions et nos deux univers. À bientôt, Dorian. À bientôt. Ciao. Fin de ce numéro crossover avec Yann Delplanque du podcast Dans la boîte à gants. De mon côté, je vous retrouve le 17 juin pour un épisode avec François Chatriot. À bientôt sur Vroom by Peter Otto.